Bonjour à tous et bienvenue dans ce 10e épisode de notre podcast vétérinaire by Reverdy. Le mardi, toutes les 2 semaines, vous pouvez nous retrouver en live sur Facebook et Instagram pour parler nutrition avec l'un des 2 vétérinaires constituant notre pôle santé Reverdy. Nous avons ensuite décidé de créer ce podcast pour reprendre les grandes questions abordées pendant le live et celles auxquelles nous n'avons pas eu le temps de répondre. Aujourd'hui, nous allons reparler des ulcères gastriques chez le cheval avec notre vétérinaire Aneva. Bonjour Aneva. Bonjour Florie. Comment vas-tu ? Merci de m'accueillir, bien. Merci à toi. On le rappelait dans notre live de mardi dernier, près de 65% des chevaux de sport souffrent d'ulcères gastriques. Chez les chevaux de course, la prévalence va jusqu'à 100%. De manière générale, c'est une problématique très très fréquente. On connaît tous un cheval qui a eu des ulcères gastriques. Alors Aneva, est-ce que tu pourrais commencer par nous rappeler les différents types d'ulcères possibles ? Oui, bien sûr. Alors, pour se situer un petit peu dans le contexte des ulcères, je veux juste rappeler qu'on parle de plus en plus du syndrome d'ulcération gastrique équin et qu'il y a plusieurs types d'ulcères qu'on peut rencontrer. Alors, en fait, juste pour rappeler l'anatomie de l'estomac, on va parler de 3 zones. Il y a la partie proximale, c'est-à-dire l'entrée de l'estomac, le cardia, qui est recouvert d'une muqueuse squameuse non glandulaire. Ensuite, il y a la partie qu'on pourrait appeler le corps de l'estomac, qui est recouvert aussi d'une muqueuse plutôt glandulaire. Et la partie distale, c'est-à-dire la partie où il y a l'antre pylorique, celui qui précède la sortie vers le duodénum. Donc, entre la partie proximale et le corps de l'estomac, on a une zone de délimitation qui est importante, qui s'appelle le margo plicatus, et c'est sur cette partie-là qu'on retrouve généralement les ulcères en partie squameuse, donc en partie haute. Ensuite, les ulcères qu'on peut rencontrer plutôt sur la partie glandulaire se situeront plutôt dans l'antre pylorique, donc plutôt vers la sortie du duodénum, et aussi parfois en partie glandulaire, mais c'est pas toujours bien visible sur la partie, sur la muqueuse glandulaire. Donc, en résumé, il y a 2 types d'ulcères en fonction de là où ils se situent. Oui, et puis après, il y a différentes graduations, bien sûr, selon la sévérité. Il y a une échelle de graduation pour la partie haute, donc la partie squameuse, et on décrit plutôt la sévérité des ulcères qui sont en partie basse, donc en partie glandulaire, sur la muqueuse glandulaire. La partie squameuse ne sécrète pas d'acide chlorhydrique, donc pas de bicarbonate ni de mucus. Et donc le pH est un petit peu plus élevé sur cette partie-là, mais après, cette muqueuse a très peu de protection. Et pour la partie glandulaire, c'est là où forcément toutes les sécrétions ont lieu. Donc l'acide chlorhydrique, finalement toutes les sécrétions gastriques. Et cette partie est protégée par une barrière physique. Donc c'est pour ça que le pH ici peut être très bas sans avoir une atteinte forcément plus sévère. Il y a une protection de la paroi de l'estomac sur cette partie. Du coup, est-ce que tu peux justement nous rappeler les différentes causes ou les facteurs de risque en fonction de ces 2 types d'ulcères, pour ces 2 types d'ulcères ? Oui, alors c'est vrai qu'on parle de plusieurs... Déjà, on sépare les 2 types d'ulcères par rapport aux facteurs de risque et aux causes. On sait que pour les ulcères en partie squameuse, on a une prédisposition de race, de sexe, etc. Après, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas vraiment changer, donc c'est relativement compliqué. Mais on a aussi d'autres facteurs de risque qu'on peut tout à fait gérer. Donc il y a les facteurs de risque notamment liés à l'exercice par le phénomène mécanique du fait de l'entraînement ou de l'exercice. Le ventre se relève, l'estomac se contracte et du coup il y a des éclaboussures des jus gastriques ou de l'acide gastrique qui vient notamment atteindre la paroi en partie squameuse et ça peut donc générer des ulcères. Rien que d'être au trot peut déjà suffire pour au trot quand même un petit peu plus appuyé, mais rien que d'être au trot peut déjà suffire à faire éclabousser les sécrétions gastriques.
Donc ça, c'est un facteur de risque. Ensuite, évidemment, la nourriture, ça peut être tout à fait un facteur qui peut être géré. Donc des glucides trop digestibles ou des céréales très fermentescibles, des flocons, le blé, des grandes quantités d'avoine. Etc., parce qu'elles sont fermentées en acide gras volatile et donc elles contribuent à acidifier le milieu de l'estomac. Et donc ça peut être un facteur de risque, notamment pour la nourriture. Après, on va en parler peut-être plus en détail de comment nourrir un cheval sujet aux ulcères gastriques. Et puis, un grand point aussi qui est important de nommer, c'est les fourrages. Il faut que les chevaux qui sont sujets aux ulcères, et de toute manière tous les chevaux, aient suffisamment de fourrage en quantité et en qualité. Parce que en fait, le fourrage a un pouvoir intrinsèque de tampon, on va dire, et cela permet de neutraliser les projections d'acide, notamment, et puis de créer un vrai bolus de nourriture dans l'estomac qui va faire en sorte que voilà, les projections n'ont pas lieu. Et du coup, concrètement, est-ce que tu pourrais nous lister les principales choses à éviter sur, par exemple, une ration à fort index glycémique, un excès de céréales ou des céréales trop fermentescibles? J'imagine que l'environnement a aussi un impact. Alors après, pour les autres facteurs de risque, bien sûr que l'environnement a un impact important sur le cheval, le stress, notamment aussi pour les ulcères en partie glandulaire, parce que ça, c'est pas encore tout à fait bien élucidé, mais on sait que l'environnement est très très important. L'utilisation d'anti-inflammatoires aussi, la manière dont le cheval est travaillé, notamment le nombre de jours de repos, surtout pour les ulcères en partie glandulaire. Les ulcères dans cette partie-là sont moins liés à la ration. Donc c'est vrai que ça ne veut pas dire qu'on peut se permettre de nourrir son cheval n'importe comment, mais en tout cas on voit moins d'influence directe de la ration sur les ulcères en partie glandulaire. Et est-ce que tu as quelque chose à ajouter, notamment sur la répartition des repas et la distribution des repas? Oui, alors en parlant de management en matière de nutrition, oui, il faut essayer de de donner des petits repas fréquents plusieurs fois par jour. De manière à ce que le cheval n'ait pas trop de matière à digérer tout de suite lorsqu'il reçoit sa ration. Et puis plus ils sont volumineux, plus ça reste longtemps dans l'estomac et plus il y aura une fermentation vers les acides gras volatiles et donc un baisse du pH et une vidange retardée, etc. Donc c'est un peu l'engrenage. Donc il faut essayer de fractionner au maximum la ration de concentré en tout cas. Et bien sûr de respecter la quantité d'amidon par 100 kg de poids vif par repas. Donc, pour dire un cheval si on veut essayer de prévenir les ulcères gastriques, on va essayer d'éviter de dépasser les 100 grammes par 100 kg de poids vif par repas. Ce qui fait par exemple pas plus de 500 grammes d'amidon par repas pour un cheval de 500 kg. C'est ça, exactement. Ouais. Et si un cheval est sujet aux ulcères, eh bien, on va diminuer de moitié cette quantité. Donc, pour un cheval de 500 kg, ça sera 250 grammes. Donc, c'est juste une question de faire un petit calcul, de regarder son taux d'amidon, encore une fois, de ne pas prendre son sac et de regarder la quantité d'amidon juste par kilo d'aliment, parce que ça ne veut rien dire au final. C'est simplement la manière dont on distribue l'aliment qui est importante. Pas le fait de regarder par kilo. Et bien sûr, aussi de choisir une alimentation de qualité, sans mélasse, sans flocons, dont on a déjà parlé, qui sont trop fermentescibles. Il faut éviter le blé à tout prix. Ça, c'est clair et net que il faut l'éviter. Et puis l'avoine en grande quantité aussi, c'est pas forcément une bonne chose. Donc, si on veut essayer de minimiser, le phénomène néfaste d'avoir un contenu trop fermentescible, il faut essayer de donner une quantité modérée d'amidon lent, de l'orge par exemple, avec une faible fraction d'amidon très digeste, donc de l'avoine par exemple, ou alors donner une ration constituée d'amidon très digeste en petite quantité, mélangée à des matières qui ont un fort pouvoir de tampon, comme on dit déjà, comme la luzerne. Oui, j'allais y venir
à la luzerne, on a reçu pas mal de questions sur la luzerne, sur le fait d'en ajouter à la ration ou de donner du foin de luzerne en plus du foin de graminées au cheval. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux nous parler un peu plus précisément de la luzerne? Le pouvoir tampon de la luzerne est important parce qu'elle contient du calcium, elle contient de la protéine, donc c'est intéressant d'en donner. Seulement, il ne faut pas dépasser, on va dire, sur une ration fourragère totale, plus de 2 à 3 kilos de luzerne en brun long, je parle, sur une ration fourragère totale, sachant qu'un cheval de 500 kilos doit manger à peu près 10 kilos de foin par jour. Il ne faut pas dépasser plus de 2 à 3 kilos de luzerne par jour. Et il faut aussi éviter les fibres qui sont trop petites, trop courtes et trop dures et potentiellement abrasives lorsqu'elles sont ingérées. Il y a eu des études qui ont été menées à ce sujet et qui ont montré que les fibres trop courtes de luzerne seraient plutôt abrasives et qu'il convient plutôt de donner à ce moment-là des bouchons de luzerne plutôt que des petites fibres courtes trop pointues. Et je reviens simplement sur les repas. Tu as parlé tout à l'heure de l'importance de fractionner les repas. Est-ce que par rapport à l'exercice, est-ce qu'il y a un minimum de temps entre une séance et le repas, entre un repas aussi de concentré et une ration de foin? Est-ce que tu peux nous... Idéalement, il faut que le cheval ait du foin à disposition de toute manière pour tous les chevaux, mais en règle générale plutôt aussi pour les chevaux sujets aux ulcères. Il faut qu'il ait du foin à disposition de manière permanente. Quand on nourrit le cheval avec du concentré, le mieux c'est même si on veut donner une faible quantité, c'est de donner du fourrage avant, par exemple 1 heure avant, et de donner son concentré après. Il y a des études qui ont montré qu'il y a des marqueurs inflammatoires qui baissent lorsque le cheval a du foin avant sa ration de concentré, et de manière générale ça permet une meilleure digestion aussi de sa ration céréalière ou de ration concentrée. Et puis si le cheval a tendance à ingérer des grosses quantités de foin et qu'il n'a plus de foin au bout d'un moment, on peut aussi penser à lui donner du foin dans un filet avec des mailles très fines ou un hay bar ou des choses comme ça, des dispositifs qui permettent d'avoir du foin en permanence sans que ce soit tout gaspillé ou manger trop rapidement. Et lorsqu'on a travaillé, on peut attendre que le cheval se calme de nouveau pour qu'il ait de nouveau assez de salive, qu'il boive un petit peu pour se réhydrater, qui permettra aussi d'avoir une meilleure salivation, et on donne à peu près 30 minutes après l'exercice la ration de concentré. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu maintenant de la mise au pré? Est-ce qu'un cheval au pré peut avoir des ulcères? Et est-ce qu'un cheval sujet aux ulcères, est-ce que le fait de le mettre au pré peut être une solution envisagée? Un cheval mange en permanence, produit de l'acide gastrique en permanence, donc c'est vrai que d'ingérer en permanence de l'herbe, ça peut être intéressant. N'empêche que on voit quand même chez des chevaux qui sont à l'herbe, on voit quand même l'apparition d'ulcères dans certains cas. Donc je dirais qu'avec l'herbe, on ne sait pas exactement ce que le cheval va ingérer en matière de sucre, de composition. Bon, le foin c'est pareil, mais on a en tout cas la possibilité de le faire analyser et de maîtriser la quantité qu'il va pouvoir manger en le pesant, bien sûr. Et puis, du coup, on a un petit peu plus de contrôle en théorie, on a un petit peu plus de contrôle lorsque le cheval mange du foin. Mais après, l'herbe, du fait de sa consistance, l'herbe est plus molle, fraîche, et en fait, elle n'a pas ce pouvoir tampon de la même manière, parce que l'herbe aussi va être puissant que le foin. Ouais, exactement. Elle est moins fibreuse, du coup, elle est plus facilement digérée, et l'estomac va plus rapidement elle va passer plus rapidement dans l'estomac, et elle aura donc peut-être une action moins importante contre les projections de l'acide gastrique sur les parois. Mais n'empêche que l'autre côté, c'est que le cheval va pouvoir brouter, va pouvoir manger, et ça fait partie des comportements naturels. Donc tout dépend un petit peu. Si on peut mettre un petit peu de foin, s'il n'y a pas beaucoup d'herbe, ça peut être intéressant pour un cheval qui est au travail. Et est-ce que tu peux nous dire quel aliment concentré tu recommandes pour un cheval un cheval souffrant d'ulcère gastrique ou un cheval sujet aux ulcères gastriques? Il faut essayer d'avoir un aliment qui est composé
plutôt de fat and fiber, comme on dit toujours, donc composé de fibres et de lipides, parce que les lipides sont une source d'énergie très valable pour les chevaux à condition de l'intégrer graduellement. Et notamment chez Reverdy, il y a le spécifique qui est L'adulte spécifique énergie. l'adulte Ouais. spécifique énergie, excusez-moi, faut Pas de bien souci. le rappeler, et qui est composé d'un amidon lent d'orge, qui est donc moins fermentescible, en faible quantité, qui est associé à de la luzerne. Et il y a aussi de l'huile et des grains de lin extrudés qui sont riches en oméga 3 et en oméga 6. Et tout ça, ben, ça permet d'avoir une alternative aux glucides, finalement. Et ça, les fibres apportent comment dire, une énergie tout au long de la journée parce qu'elles sont lentement fermentées dans le gros intestin. Et tout au long de la journée, bah, le cheval va pouvoir bénéficier de cette énergie et ça évitera qu'il ait des pics de glycémie. Et j'en profite pour ceux qui ont envie d'avoir un petit peu plus de détails sur cet aliment pour rappeler qu'on a publié une vidéo donc qui est disponible sur nos réseaux et sur YouTube sur l'adulte spécifique énergie. Et dans cette vidéo, on détaille bien la composition et le rôle de chacun des ingrédients. Est-ce que tu peux nous parler de manière un petit peu plus précise des matières grasses et notamment du supplément Omega Oil, de l'huile Omega Oil, qui peut, il me semble, être ajoutée aussi à la ration pour les chevaux sujets aux ulcères? Oui, bien sûr. C'est vrai que les matières grasses ont de nombreuses propriétés. Il y a des études qui ont été menées notamment avec de l'huile de maïs. Nous, on a l'oméga oil qui est formulé, enfin qui est un mélange d'huile végétale non raffinée, donc l'huile de germe de maïs et l'huile de lin de première pression. Et cela permet d'apporter notamment des quantités d'oméga 3, 6 et 9 qui sont tout à fait bénéfiques à la santé de manière générale et en particulier pour le cheval qui est sujet aux ulcères. Les oméga 3 et 6, par exemple, jouent un rôle déjà dans la nutrition des membranes cellulaires de la paroi gastrique, mais aussi sont précurseurs d'hormones qui permettent de contribuer à la protection de l'estomac par leur sécrétion. Et l'apport de matières grasses permet aussi de tapisser la muqueuse. Ça fait que ça forme une barrière protectrice en fait contre l'acide gastrique. De plus, les lipides sont riches en énergie et donc ils permettent d'augmenter la densité énergétique de la ration et de ce fait de diminuer la part des glucides dans la ration. Donc on peut avoir un même niveau d'énergie qui est donc généré par une ration mais tout en baissant la part de glucides qui favorisera plutôt l'apparition des ulcères. Donc ça, c'est une très bonne chose. Est-ce que il y a deux autres suppléments nutritionnels pour les chevaux sujets aux ulcères. Il y a le Reverdicare et le Gastric Gel. Est-ce que tu peux nous parler rapidement de ces deux suppléments et dans quel cas est-ce qu'ils peuvent être utilisés en même temps, simultanément, et dans quel cas on utilise plutôt l'un ou l'autre? Oui, alors bien sûr, le gastric gel, il viendra renforcer l'action de l'oméprazole lorsque, par exemple, il y a des ulcères avérés ou lorsque le cheval est en traitement. Il est composé de 4 principes actifs, C'est pas un notamment. traitement, hein, je me permets de C'est pas un préciser, c'est un traitement, supplément. absolument pas, c'est un supplément, exactement. Non, non, le traitement médicamenteux, c'est à voir avec le vétérinaire de chacun pour voir ce qui convient après avoir fait un diagnostic juste, quel type d'ulcère, etc. Ça, c'est important de le préciser. Donc, on parle bien de supplément, mais par contre, il pourra renforcer l'action médicamenteuse qui a été décidée de mettre en place pour le cheval. Le gastrigel, en fait, permet plutôt, est plutôt adapté à une utilisation ponctuelle lorsqu'il y aura un événement stressant ou un transport de longue durée ou bien même concours ou entraînement voilà entraînement quelconque et ça permettra de soulager le cheval. Après, il peut tout à fait être utilisé en même temps que le care. Le care est plutôt un supplément qui est associé à une ration équilibrée déjà à la base et qui peut être utilisé de manière plus étendue, donc sur la longue durée, et qui est composé de lithotame. C'est une source de calcium qui provient d'une algue marine calcaire
qui a donc un fort pouvoir tampon, et il est composé également de prébiotiques. Et puis de glutamine. C'est une source d'énergie pour des cellules qui ont un renouvellement rapide, comme celles qui sont dans le tractus digestif. Ok, donc du coup, les deux peuvent être utilisés simultanément. Le gastric gel plutôt pour une utilisation ponctuelle avant un événement, une épreuve, un entraînement, un transport. Et donc le Reverdicaire à ajouter quotidiennement à la ration. Le CAR pour un cheval sujet aux ulcères peut être donné en continu et pendant à vie pour le cheval, dans la ration du cheval. Alors j'espère qu'à un moment ou à un autre, le cheval peut récupérer quand même une cicatrisation convenable de sa muqueuse. On guérit des ulcères. Si on fait bien ce qu'il faut, le cheval peut guérir des ulcères, on est d'accord. Oui, tout dépend du type d'ulcère et de l'échelle, enfin de la gravité entre guillemets. Mais oui, bien sûr, il peut tout à fait cicatriser. Alors le CAR peut être utilisé sur la longue durée, bien évidemment. Simplement, le mieux c'est quand même de faire des contrôles de temps à autre pour voir comment cicatrisent les ulcères de son cheval, bien sûr. D'accord. Mais du coup, on le donne quotidiennement Oui. systématiquement et quotidiennement en l'ajoutant à la ration Oui. pendant pour accompagner la cicatrisation des ulcères. Oui, puis même en matière de manière préventive, il n'y a pas de problème. On peut très bien le donner sur la longue durée, il n'y a pas de problème. D'accord, ok. Et est-ce que pour terminer, tu peux nous dire comment gérer un cheval ulcéreux mais qui manque d'état? C'est un cas assez complexe. Qu'est-ce que tu recommandes? Alors déjà, je recommande de trouver un foin de qualité parce que le foin, il fait énormément. Donc de trouver un foin pas trop dur, pas trop pauvre. Il faut qu'il soit bon en fait. Il faut essayer de trouver un foin qui soit dans les normes référentielles de protéines, qui a pas trop de sucre, mais qui soit qualitativement intéressant, que le cheval le mange bien. Ça, c'est déjà une chose. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire encore de ce côté-là, qu'il en ait en quantité vraiment suffisante, c'est-à-dire qu'il y en ait toujours, et puis enlever le foin gaspillé ou qu'il a laissé tomber, parce que parfois on se dit il y a encore du foin, mais en fait ils ont piétiné dedans, ils le mangent plus parce qu'il est souillé, et ça y fait énormément. Et puis pareil, il faut essayer de fractionner au maximum, voire vraiment plusieurs fois par jour, 5, 6, voire plusieurs fois par jour si on veut lui donner un aliment concentré, donc respecter ce dont on parlait tout à l'heure, et puis augmenter éventuellement la part de lipides jusqu'à, ça dépend un petit peu de quoi est constituée la ration de concentré, mais on peut tout à fait augmenter la part de lipides jusqu'à, je sais pas, ça dépend, mais entre 150 et 200 ou 250 ml par jour. Simplement, il faut quand même que le cheval puisse l'ingérer. Donc c'est pour ça que je disais que c'est important de bien fractionner ses concentrés pour que le cheval ait le temps et la possibilité aussi d'ingérer toute l'huile qu'on va lui apporter en plus en fait. Et éventuellement, on peut aussi s'attarder sur la santé du côlon, des intestins, parce que le flore permet de soutenir la flore du côlon, et ça peut favoriser une prise de poids, bien évidemment. Eh bien, merci Aneva et merci à tous d'avoir suivi cet épisode. On espère que ce nouveau podcast sur les ulcères gastriques chez le cheval vous a plu et on vous donne d'ores et déjà rendez-vous le mardi 8 juin pour un nouveau live dans lequel on parlera de préparation et de récupération après l'effort avec notre vétérinaire Cyril. À très vite!